Quel est le point commun entre Katie Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Je m'appelle Elsa, j'ai 33 ans, je suis professeure de yoga, principalement à Paris. Et voilà. Et après 10 ans de carrière en journalisme et en musique, je me suis fait une petite reconversion, une grande reconversion en tant que prof de yoga il y a 3 ans maintenant. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a insufflé ça ? Alors ça part souvent de ça, à la suite d'un chagrin d'amour. D'accord. Voilà, je suis tombée malade de la thyroïde. Et à partir de là, s'en est suivi tout un chemin, une quête un petit peu d'identité, où j'en étais, qu'est-ce que je veux dans ma vie, etc. Donc je me sentais plus du tout en adéquation exactement avec ce qu'on me demandait. L'industrie musicale aujourd'hui essore les artistes, il faut produire toujours plus, etc. Et moi, on me demandait de faire partie de ce cercle vicieux, et ça allait plus du tout avec le rythme que moi je me donnais dans ma vie, c'est-à-dire ralentir, me faire du bien, etc., à travers le yoga entre autres. Et donc voilà, donc du coup j'ai lâché ce domaine-là pour me consacrer à mon bien-être en priorité, et ensuite pour faire du bien aux autres. Et donc depuis, je continue à travailler avec ces artistes-là, mais pour leur faire du bien. Ça fait plaisir. Voilà. Et du coup, est-ce que tu pourrais me parler de toi et un peu de ton enfance en tant que sportive ? C'est quoi tes premiers souvenirs de sport, quels qu'ils soient, quand tu étais enfant ? Alors, mes premiers souvenirs de sport, à part le PS que je détestais à l'école. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'aimais pas du tout. On a toujours eu des sports bizarres en Oui, France. je suis d'accord. Alors, aux États-Unis, c'est trop cool et tout. Ici, on a toujours des sports bizarres à l'école. Donc, non, moi, je me suis vraiment construite dans le sud-ouest principalement, au niveau du sport, parce que ma famille est du sud-ouest. Okay. Donc, quel beau terrain de jeu pour, c'est clair. voilà, pour surfer surtout dès le plus jeune âge, pour courir aussi ensuite. Voilà, donc ça a été le surf. Le ski aussi beaucoup. Je suis beaucoup partie en classe de neige, hein, c'est comme ça qu'on dit. Trop bien, en colo de neige. Okay. Et voilà, d'ailleurs j'ai réalisé il y a quelques années que le ski ne se perdait pas après 5 ans de non-pratique. C'est comme le vélo. Exactement, c'est exactement pareil, c'est ça. Donc t'étais quelqu'un d'assez sportif. Ouais, j'ai toujours été sportive. Comment t'en es arrivée au yoga du coup ? Est-ce que c'était un éveil récent ou ça a plus ou moins toujours fait partie de ta vie ? Le yoga, ça a été une rencontre. À la suite de cette rupture, j'ai essayé plein de choses pour me remettre d'aplomb. Et en fait, j'ai dû arrêter de courir. À l'époque, je courais quand même pas mal à Paris. Et j'ai dû arrêter de courir à cause de ce problème de santé. Et du coup, on m'a dit, mais essaye la méditation, ça va te faire du bien. Donc, j'ai d'abord commencé par la méditation avec Petit Bambou. Ok. Je sais pas si... Je connais pas du tout. Okay. C'est une application superbe. Pour méditer. Et ensuite, au retour des vacances d'été, mon meilleur ami me dit mais viens, on essaye un cours de yoga à Paris, il y a plein de studios. Et du coup, il a essayé un cours, et quand il est rentré du cours, il me dit Elsa, faut que tu viennes la semaine prochaine avec moi, il y a un centre avec une super prof, tu vas adorer. Voilà, j'avais déjà essayé le yoga, franchement, je trouvais ça nul, j'aimais pas du tout. Ah ouais ? Pourquoi ? Tu t'ennuyais ? Je m'ennuyais, je me reconnaissais pas dans cette pratique, je comprenais pas trop le lien entre la spiritualité, le corps, le sport, l'esprit, la méditation. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment le professeur qui t'accompagne dans la pratique que tu aimes. Et donc, je suis rentrée dans ce centre, dans le 2e arrondissement, et il y avait cette prof, une grande hongroise russe, et là, coup de foudre. Elle a commencé à parler, elle a commencé
à enseigner et je me suis dit ok, je l'ai trouvé. Et donc aujourd'hui c'est toujours ma maître, mais c'est surtout devenu une amie avec qui je travaille énormément. Je pars en Inde avec elle dans 15 jours pour donner une retraite et voilà, on est un peu comme tic et tac maintenant. C'est trop bien. Voilà. Et du coup, est-ce que parce que le yoga, donc c'est un sport un peu à part, enfin que je classe un petit peu à part parce que pour moi c'est déjà il n'y a pas de compétition. C'est hyper spécifique à ce sport, j'ai l'impression. Enfin, tu me dis si je me trompe, hein, mais j'en connais pas. C'est juste. Et surtout, comme tu disais, c'est très lié à la spiritualité. Alors, est-ce que ça t'a amené à faire des voyages justement en Inde ou ailleurs ? Alors, déjà, tu parles de sport. Moi, je dirais que le yoga, c'est plus une discipline, un art de vivre. Ouais. Mais c'est pas vraiment un sport, dans le sens où il n'y a pas de compétition, comme tu le dis. En yoga, il n'y a pas d'ego. Tu n'utilises pas ton ego. Tu laisses l'ego à l'extérieur de ton tapis et tu pratiques tel que tu es, avec tes émotions de la journée, du moment. Donc voilà, déjà, c'est en ça que c'est pas réellement un sport. Pas de compétition, surtout pas, encore moins avec soi. Évidemment, le but aussi de cette reconversion, c'était de me dire, je peux me réinventer partout. Je peux être la femme que je veux, rencontrer mon amoureux et puis le suivre à l'autre bout du monde si on doit partir à l'autre bout du monde, élever mes enfants un jour à l'autre bout du monde aussi si j'en ai envie. Voilà, l'idée était de voir sur le long terme et de me dire que j'avais pas envie de rester attachée ni à un domaine de professionnel, ni à une entreprise, ni même à mon pays que j'aime fort. Mais voilà, j'aime aussi beaucoup quitter la France pour la retrouver. Donc oui, évidemment, j'ai voyagé énormément, et ce depuis toute petite, et de plus en plus ensuite. Et puis avec le yoga, ça n'arrête pas. Voilà, donc oui, beaucoup l'Inde, le Sri Lanka, la Thaïlande, mais aussi le Costa Rica, l'Italie. Enfin voilà, je parcours le monde pour rencontrer des professeurs, pour pratiquer aussi pour moi, et puis pour rencontrer des élèves, parce que dans le yoga, on dit souvent oui, on est professeur, mais on reste élève avant tout, et les meilleurs professeurs sont les élèves, parce que autant il y a de gens dans un cours, autant il y a d'histoires, de blessures, de corps différents. Donc on touche énormément de corps différents toute la journée, et donc on rencontre à chaque fois. Les mains, c'est le prolongement du cœur, donc à chaque fois qu'on touche quelqu'un dans un cours de yoga, on y met aussi son cœur, donc c'est important, et on apprend beaucoup les uns des autres. Donc nous, en tant que professeurs, on devient rapidement les élèves de nos élèves aussi. Voilà. C'est fou. Et du coup, est-ce que ton objectif il a changé ? Donc tu m'as dit que tu étais mise au yoga après une maladie, une rupture. Est-ce que aujourd'hui donc c'était un peu une sorte de guérison, enfin tu cherchais une guérison à travers ça. Est-ce qu'aujourd'hui ton objectif a changé ? Est-ce que tu vois autre chose ? Alors le yoga, oui, est clairement un merveilleux outil de guérison, de transformation. Moi je le vois tous les jours avec les élèves qui viennent, qui reviennent et qui guérissent. Voilà, qui se rencontrent aussi. Et aujourd'hui ça a changé, oui, parce que clairement je ne serais jamais devenue la femme que je suis sans cette rupture déjà. Donc merci à l'homme qui m'a permis de rencontrer le yoga. Rien n'arrive jamais par hasard. Donc voilà, je parle à celles qui nous écoutent et qui ont des petits chagrins d'amour. Sachez que vous êtes au bon endroit et que c'est simplement pour être au bon endroit. Donc voilà, et évidemment que ça a changé parce qu'aujourd'hui je suis une femme différente et je me suis construite avec le yoga. Après, ce qui est sûr, c'est que la construction, elle est jusqu'au bout de la vie, donc on n'arrête jamais d'apprendre sur soi, mais en revanche, le plaisir aujourd'hui en tant qu'enseignante, c'est de transmettre ça, c'est de mettre de la conscience sur
prendre soin de soi, se faire du bien, pour que les gens comprennent que l'outil du yoga est extraordinaire et sans limite aussi. Et tu peux te remettre d'un burn-out, d'une rupture, d'une petite dépression ou simplement de maux de ventre, voilà, juste avec quelques cours de yoga. Donc c'est énorme, c'est vraiment très puissant quand tu comprends le corps, l'esprit. Voilà, c'est un outil à 360 degrés. C'est pas seulement des belles photos sur Instagram pour tenir sur la tête pendant la photo. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a fait la première fois donc, que tu as compris, donc tu m'as dit que tu avais rencontré cette femme. Et est-ce que vraiment dès le premier cours, tu t'es sentie en introspection, vraiment dans une sorte de... Je sais pas, j'ai jamais fait de yoga de ma vie. Faudra venir. Bah ouais, j'aimerais bien. Mais c'est, j'imagine, une sorte de plénitude. Tu es très en accord avec, justement, ton corps. En fait, j'ai toujours été sportive, donc j'ai toujours eu un rapport à mon corps assez simple et je me suis toujours acceptée comme j'étais. Donc, du coup, j'avais pas cette galère-là de me dire à quoi je vais ressembler, à quoi ça va ressembler. Le yoga t'apprend ça. Le yoga t'apprend à ne pas porter d'importance au regard des autres et même à ton propre regard. Et en fait, cette prof, Clara Pouski, qui donne d'ailleurs des cours extraordinaires à Paris, je vous invite à aller pratiquer avec elle. Clara, dès le début, a su en fait aligner le niveau, le côté spirituel et le côté sportif du yoga, le côté force que tu construis. Tu construis ta force à l'intérieur. Tu vas sentir que tu as plus d'abdos, que tes bras sont plus forts, etc. Et du coup, tu vas te sentir plus forte à l'extérieur, dans ton mental, etc. Et donc, c'est comme ça que oui, tu construis ton équilibre en fait. Mais t'as la même chose avec la boxe, t'as la même chose avec la course. Combien de gens se soignent de burn-out et de plein de choses grâce à plein de sports en fait. Je pense que c'est les meilleures thérapies, tout simplement. On peut aller voir tous les psys du monde, on peut voir tous les thérapeutes du monde. Je pense que le sport et le yoga font partie des meilleurs thérapeutes, des meilleurs outils. Voilà. Et quand est-ce que tu as eu le déclic de te dire maintenant j'ai envie d'être professeur de yoga? Alors, c'est une question très intéressante. En fait, je crois que je l'ai toujours été, dans le sens où, depuis que je suis toute petite, j'ai quelque chose dans les mains, peut-être du magnétisme, enfin, j'en sais rien. On appelle ça comme on veut. On est tous des êtres sensoriels, on a tous des dons, sauf qu'il y en a qui en ont peur, d'autres pas. Et moi, en fait, depuis toute petite, par exemple, quand mon père avait mal au dos, je posais mes mains sur son dos et ça allait mieux. Ma sœur avait tout le temps des migraines, donc je posais ma main sur sa tête et puis ça allait mieux. Enfin voilà, c'était très instinctif et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais freinée là-dedans. Qui m'ont toujours laissé m'exprimer avec mes mains, avec mon instinct en fait, mon authenticité. Et d'ailleurs, un réflexe tout bête, quand on a mal au ventre, on pose la main sur le ventre. C'est des choses qu'on oublie, mais très simplement en fait, c'est des choses qu'on a tous et c'est des gestes très simples. Donc moi, j'ai toujours eu cette connexion avec mon corps, avec ma sensorialité. Et donc, même quand j'étais journaliste et que j'accompagnais des chanteurs très connus en tournée, etc., je pense que dans mes interviews, dans mes accompagnements, dans mes échanges avec eux, j'avais ce truc-là rassurant, en fait, du prof de yoga, de la personne qui vous tend la main simplement et qui vous dit « Ok, ça va aller, j'entends ta blessure, j'entends que ça va pas, on va trouver une solution. » Ok, et t'as la force en toi pour y arriver. Donc ça, en fait, c'est une des qualités du prof de yoga, c'est d'être à l'écoute et de faire du sur-mesure en fonction de l'élève. Et je pense que je l'ai toujours eu. J'ai une grande écoute, j'ai ça depuis petite. J'ai beaucoup de défauts aussi, mais ça, je sais que c'est une de mes qualités. Ouais, c'est l'écoute, la présence en fait à l'autre. Voilà.
Et ça t'est arrivé quand à peu près par rapport au début de ta pratique du yoga ? Comment ça ? Cette volonté de devenir professeur, ça t'est arrivé quand par rapport à quand tu as commencé ? Je me suis mise au yoga, je me posais déjà des questions sur mon métier de journaliste, qu'est-ce que je voulais faire après, est-ce que ça allait durer, en plus on était en plein boom de toutes les plateformes, etc. Donc il fallait se réinventer dans un domaine où moi j'approchais de la trentaine, j'avais pas envie de me retaper des formations, et surtout que la nouvelle génération est ultra brillante sur tous les supports multimédia et tout ça. Et du coup, je me suis mise au yoga et très rapidement, je me suis dit, mais en fait, le yoga, ça me plaît, je peux voyager, je me fais du bien, je fais du bien aux autres. Ok, let's go. Voilà. Donc hyper rapidement. Hyper rapidement. Et puis cette rencontre aussi avec cette professeure, avec Clara, qui m'a fait confiance tout de suite, qui a misé sur moi en fait très rapidement, qui m'a poussée, qui m'a donné confiance en moi. Je me souviens d'un des premiers cours que j'ai eu avec elle, où elle donnait la classe. La classe était blindée, il y avait beaucoup de monde. Et d'un seul coup, elle se rapproche de moi, elle me fait un ajustement, et là, elle se rapproche de mon oreille, et elle me dit « Pourquoi t'as peur de briller, Elsa ?» Et là, waouh, la puissance de cette phrase. Et je me suis dit, ok, en fait, elle a raison, c'est vrai. Et pourquoi j'ai peur, en fait, de briller, de me faire confiance, et puis d'aller plus loin dans la posture. Et en fait, ta posture sur le tapis, c'est le reflet dans ta vie. Donc en fait, voilà, à partir de ce moment-là, et cette phrase a été un déclenchement, je me suis dit, ok, en fait, je vais y aller à fond dans le yoga, et puis j'ai envie de devenir professeur, et puis de toute manière j'en oublie pas mon premier amour pour autant. Le journalisme fait toujours partie de ma vie, les artistes avec lesquels je travaille font toujours partie de ma vie, et donc voilà, donc c'est un 360. Tout ça c'est la même chose pour moi, c'est juste des supports différents. Et comment tu te formes justement à devenir prof de yoga ? Est-ce que tu pars en Inde en retraite ? Alors, moi, je me suis formée à Paris. On n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour se former au yoga. Il y a un excellent professeur, moi, avec qui j'ai fait ma formation, qui s'appelle Mathieu Boldron, qui est un grand professeur en France, mais aussi partout dans le monde. Il forme beaucoup de professeurs, de futurs professeurs, et il fait des formations partout dans le monde. Et notamment, il a une école à Paris qui s'appelle Lomé, dans laquelle j'enseigne aussi. Et donc, ça a été pareil, une évidence de faire ma formation avec lui. Je suis allée prendre un de ses cours dans son école, à côté de la Tour Eiffel. Et quand je l'ai vu arriver dans la classe, je me suis dit, ok, c'est lui. Donc ça a été instantané, et surtout il avait une histoire qui me touchait, parce que apprendre le yoga pour apprendre le yoga, moi je m'en fous. Je veux apprendre quelque chose du professeur. Je veux que ce soit de l'humanité. Je veux que ce soit de l'humain avant tout. Et Mathieu a ce truc-là de transmettre son âme sur le tapis. Voilà, donc ouais, je me suis formée avec Mathieu, qui m'a fait confiance dès la sortie de ce diplôme, et qui m'a dit, est-ce que tu veux enseigner dans l'école ? Et puis du coup, je suis partie et j'ai enseigné directement dans l'école. Donc voilà. Et après la formation, c'est sans arrêt, dans le sens où tu as d'abord accès à un 200 heures, puis ensuite un 300 heures, puis ensuite 500 heures. Donc tu fais d'abord un 200 heures d'un coup, puis après, quand tu en as envie, tu fais un 300, puis un 500. Et en fait, au fur et à mesure, tu cumules les heures, et puis voilà. Tu peux faire 4 200 heures si tu as envie, comme tu peux faire un 200 heures dans ta vie seulement. Mais après, la pratique, l'apprentissage, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Voilà, tu n'es pas prof si tu n'es pas élève. Donc c'est très très important de continuer à pratiquer avec des professeurs si tu veux continuer d'enseigner. Voilà. Il faut être super flexible. J'ai l'impression que cette relation élève-professeur, c'est très oriental comme manière de voir les choses, et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude en Occident, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai une amie il n'y a pas longtemps qui m'a dit « mais toi, t'as trop de chance, t'as trouvé tes mentors ».
Dans le yoga, il y a quelque chose comme ça, un petit peu comme il peut y avoir dans le sport de haut niveau, l'entraîneur, le fameux entraîneur. Oui, c'est ça. Voilà, un Zidane qui est tellement inspirant. Il y a plein de grands entraîneurs comme ça. Dans le yoga, il y a beaucoup ça, le côté mentor, un peu Jedi Padawan. Oui, c'est ça. Exactement ça. Et donc, du coup, oui, moi, j'ai trouvé rapidement mes Jedi, mes maîtres. Mais en fait, mon ami m'a dit, t'as de la chance, t'as trouvé tes maîtres hyper rapidement. Et en fait, je lui ai dit, c'est marrant, mais c'est pas toi qui les choisis, tes maîtres. C'est tes maîtres qui te choisissent. C'est des professeurs qui ont plus d'expérience que toi et d'un seul coup, ils te voient arriver, tu pratiques plusieurs fois avec eux et puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, il va y avoir une connexion. Et c'est eux qui vont me dire « Ok, est-ce que tu veux venir à ma retraite ? J'ai besoin d'une assistante pour faire des ajustements parce que le groupe est trop grand. » Et du coup, voilà, tu pars à l'aventure avec cette personne. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment la relation Jedi-Padawan pour ceux qui connaissent Star Wars. Voilà. Et puis un jour, le Padawan devient Jedi à son tour. Et puis, c'est ça. Voilà. Et il garde ses maîtres Jedi quand même. Toujours. Est-ce que tu as été confrontée à des idées reçues un peu sur ta discipline que tu as dû un peu combattre Mon Dieu, oui. Alors, non, les profs de yoga ne sont pas tous des mangeurs de graines. Voilà, on n'est pas tous hippies. Spirituel ne veut pas forcément dire perché. Voilà, on peut être... et d'ailleurs, tout le monde est normal, il n'y a pas de pas normal. Mais évidemment, il y a énormément d'idées reçues. Malheureusement, le yoga est aussi perçu comme un outil sexuel, malheureusement, beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Les postures oui, voilà, sont très souvent déformées et c'est pas du tout le but, évidemment. Donc oui, il y a plein de clichés sur le prof de yoga, sur la prof de yoga. Et c'est pas parce qu'on est prof de yoga que d'un seul coup on est hyper stable dans nos vies, que on n'a pas nous aussi nos moments où on dérape. Voilà, ça m'arrive pas plus tard qu'hier soir de prendre un bon verre de vin et tout va bien. Voilà. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, mais oui, il y a beaucoup de clichés. Il faut casser ces clichés. Moi, souvent au début du cours, j'échange et je donne des thématiques en début du cours et très souvent je casse les codes là-dessus. C'est quoi des thématiques du coup en début de cours ? En début du cours, en fait, le yoga n'existe pas sans la philosophie du yoga. C'est un art de vivre, comme je te disais au début. Donc, c'est important que les gens comprennent que c'est pas seulement des postures qui s'enchaînent, c'est aussi se faire davantage confiance, s'accepter, accepter l'autre, peut-être pardonner quelqu'un. Tous ces grands thèmes, en fait, de développement personnel qu'on retrouve dans le yoga et qui font partie de la philosophie du yoga. C'est très, très important pour moi d'en parler à chaque début de cours. Et du coup, si tu parles de tout ça, t'es obligé de te mettre un peu à nu aussi devant ces gens-là, devant tes élèves, et d'être authentique. Donc oui, souvent je parle de ça, être spirituel. Ça peut être simplement le soir, si t'es un petit peu fatigué et que t'as passé une sale journée, t'allumes une bougie en rentrant, et puis simplement le fait d'allumer une bougie, je sais pas, il y a quelque chose qui se décroche à l'intérieur de toi et ça fait du bien, juste de mettre un peu de présence en allumant une bougie. Ou tu peux être très spirituel en faisant la vaisselle, par exemple, en te disant que t'es en train de nettoyer tes assiettes et en fait, peut-être oui, c'est un peu de la méditation, enfin de la micro-méditation. Exactement, c'est ça. Donc être spirituel, je pense qu'on est tous, mais ça a été déformé par tellement de choses, la spiritualité. Est-ce que aussi le fait que le yoga soit très très à la mode aujourd'hui, ça fait partie des clichés que tu reçois aujourd'hui ? Alors le yoga est très à la mode, mais à la fois il y a tellement 1000 façons d'apprendre le yoga, il y a tellement 1000 yogas que... Ah ouais, il y a des
yogas différents. Enfin, j'imagine Oui, vraiment. il y a énormément de yogas différents. Il y a des yogas qui sont très traditionnels. Il y a en plus avec la mode du yoga, il y a de plus en plus de nouvelles pratiques. Il y a des pratiques qui sont davantage plus fitness, qui ont été développées dans les centres de sport, notamment. Il y a des yogas qui sont davantage ciblés sur la femme, donc surtout les problèmes hormonaux, ou aussi le yoga le yoga qui est relié par exemple au cycle de la lune, donc c'est des cercles de femmes qui se retrouvent, donc il y a quelque chose en effet de très à la mode. Et c'est très bien parce qu'il n'y aura jamais assez de support pour faire du bien aux gens. Mais à la fois, on peut aussi un peu s'y perdre. Ok, j'ai envie de me mettre au yoga, mais alors, quel yoga est fait pour moi ? Par où commencer, en fait ? Parce qu'il y a du yoga dynamique, il y a du yoga doux, il y a du yoga où on chante, il y a du yoga... Enfin, il y a du yoga où on chante ? 1000 yogas, il y a du yoga du rire aussi. D'accord. Enfin, il y a énormément de yoga. Le but est de trouver celui qui nous correspond le mieux, mais je reste persuadée que c'est le professeur qui te fait aimer vraiment la pratique. Voilà. Après, il y a des yogas où tu vas davantage travailler la force physique. Il y en a d'autres où tu vas davantage relâcher tes émotions. Il y a énormément de gens qui pleurent dans les cours de yoga, qui nettoient des choses. Il ne faut pas avoir peur de tout ça. Voilà. Oui, c'est hyper axé en fait sur les énergies et sur... Exactement. Mais il y a énormément de gens aussi qui pratiquent le yoga sans tout cet aspect-là, parce que ça les intéresse pas. Et simplement, ils aiment le yoga parce que pendant 1 heure, ils vont suer, ils vont oublier leur journée, et puis après, ils vont rentrer chez eux, point barre. Et il n'y aura pas du tout l'aspect psychologique, spirituel et tout ça. Et c'est OK aussi, en fait. Chacun vient prendre ce qu'il veut sur le tapis et voilà, moi, j'oblige personne à chanter le fameux Om au début du cours. Voilà, chacun vient comme il est, comme dirait une fameuse enseigne. Et est-ce que tu aurais un échec pendant ta pratique du yoga qui se serait transformé en réussite ? Je trouve ça toujours hyper intéressant. Un échec, bien sûr. Bon, après, un échec. Moi, je pars du principe qu'il n'y a jamais d'échec. Oui, parce que c'est toujours des leçons. Exactement. Mais c'est très yoga de dire ça. Mais donc, j'ai eu une blessure il y a quelques années de ça qui m'a... J'ai été obligée d'arrêter quelque temps. Et en fait, ça m'a permis de voir le yoga aussi différemment, parce qu'au début, quand on pratique, évidemment, il y a beaucoup d'ego qui vient se mettre. On a envie de réussir à faire ce grand écart, on a envie de tenir sur la tête, on a envie, voilà, on a envie de ressembler à ça, on a envie de... Voilà. Et donc, du coup, je pense qu'au début, comme beaucoup de gens, j'étais là-dedans. Et cette blessure... je me suis blessée en faisant un grand écart. Donc, c'est la posture Hanumanasana en sanskrit. Dans le monde du yoga, on appelle ça comme ça. Et donc, je me suis blessée en faisant ce grand écart parce que trop d'ego, parce que j'avais envie de toucher par terre. De toucher par terre, moi aussi. Non, mais sauf que mon corps n'était pas prêt. Voilà. Donc là, c'est l'ego qui s'y est mis, qui s'est glissé. Et mauvaise idée, très mauvaise idée. Donc du coup, je me suis blessée, j'ai dû arrêter. Et à partir de là, j'ai compris que yoga et ego, c'était pas du tout le bon mélange, la bonne recette. Donc j'ai ralenti ma pratique, j'ai déconstruit pour me reconstruire. Et voilà. Donc très important, les blessures. Faut écouter les blessures quand on se blesse. C'est qu'il y a forcément un bon enseignement derrière à tirer. Et puis parfois on veut aller trop vite pour réussir à faire des choses dans la vie. Et ben, tout simplement, que ce soit dans les relations ou au travail, ou parfois ralentir, ça permet d'aller plus loin. Voilà, faut pas aller forcément plus vite. Et est-ce qu'il existe une sorte d'esprit d'équipe dans le yoga, parce que c'est une pratique individuelle, mais comme tu dis, vous communiquez beaucoup quand même entre maître et élèves, mais est-ce que aussi dans la classe, est-ce qu'il y a une forme d'esprit d'équipe ? Évidemment, il y a un esprit d'équipe.
même si l'idée est de jamais se comparer à l'autre, à la personne à côté, et de rester focalisé sur son tapis, sur sa pratique. Évidemment, il y a un esprit d'équipe parce que d'un seul coup, tu te retrouves dans une classe où t'es entouré de gens qui viennent comme toi décompresser, relâcher, ou alors se battre contre des souffrances, des blessures. Donc évidemment, il y a un esprit d'équipe parce que d'un seul coup, tu peux te retrouver à côté de quelqu'un qui va se mettre à pleurer à la fin du cours en relaxation parce que, comme je disais tout à l'heure, on est tous des êtres sensoriels et que ça nous arrive de pratiquer les uns à côté des autres et de sentir que la personne à côté de nous, elle est en colère ou elle est triste ou alors elle a beaucoup de joie en elle. Tout ça, on le ressent. Donc forcément, il y a des connexions qui se créent dans les cours de yoga. Et il y a un esprit d'équipe parce que il n'y a pas de hasard. Si tu es à côté de quelqu'un qui, d'un seul coup, se met à pleurer, forcément, ça va avoir un impact sur toi. Forcément. Donc oui, il y a un esprit d'équipe. Et ça raconte quelque chose aussi. La personne qui est à côté de toi doit forcément avoir les mêmes blessures, les mêmes histoires, les mêmes doutes, les mêmes peurs. On est tous pareils. On a tous les mêmes trucs à l'intérieur et les mêmes envies au final. Donc oui, il y a toujours un esprit d'équipe, évidemment. Et est-ce que tu pourrais me raconter la fois où tu t'es sentie puissante grâce au yoga, tu vois, où tu t'es dit « Yes, je pourrais tout faire là ». Alors, en fait, c'est délicat parce que, étant donné qu'il n'y a pas d'ego... Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Mais une forme de puissance, pas forcément d'ascendant sur quelque chose, mais de puissance en toi, tu vois, de te sentir forte. Ouais, me sentir forte... C'est marrant parce que, en fait, les fois où je me suis sentie forte, c'est quand j'acceptais ma vulnérabilité. C'est là les moments où en fait et tu le comprends pas forcément sur l'instant mais tu le comprends après. Tu vois, avec ta question du coup je réfléchis un petit peu et je me dis à quel moment je me suis sentie forte, mais c'est absolument pas les moments où j'ai réussi à tenir sur la tête, à rentrer telle ou telle posture. C'est davantage c'est pas forcément la performance. Les fois où justement j'ai lâché en fait, où je me suis dit ok, ça j'y arrive pas, c'est ok en fait. Mais c'est une grande force d'être vulnérable. Et ça, c'est une force. Et je pense que d'ailleurs une de mes plus grandes forces, ça a été quelques mois après cette rupture qui m'a mise au yoga. J'avais plus de larmes évidemment, comme après un chagrin d'amour. Et puis après quelques mois, j'étais en train de pratiquer, sans doute avec Clara. Et puis à la fin du cours, je me suis mise à pleurer. Et puis ça s'arrêtait plus. Et en fait, c'était pas du tout des larmes de chagrin. En fait, je me disais, j'y suis arrivée. En fait, j'y pense plus à ce mec. Enfin, j'y pense avec beaucoup d'amour, mais justement avec le bon amour, pas avec la haine et la colère et tout ça, et la tristesse. Non, c'était ok en fait, j'étais guérie. Donc ça, c'est une force. Fou. Ouais, et ça passe souvent par les larmes. La force aussi, c'est quand j'ai perdu mes grands-parents la même année et que ça a été assez difficile. Et en fait, le matin où j'ai appris qu'ils étaient partis, tout de suite, j'ai couru prendre un cours de yoga. Et je suis arrivée, j'ai dit à ma prof, voilà, ils sont plus là, c'est dur. Et en fait, j'ai pleuré pendant tout le cours. Mais c'était fort. Et c'était ma force. Dans l'instant, c'était ma force de me dire, ok, je suis hyper triste. Qu'est-ce qui me ferait le plus de bien maintenant ? Parce que j'ai besoin d'amour, là. Et l'amour, c'était de m'offrir cette classe et de me dire, Elsa, t'es pas toute seule, il y a plein de gens autour de toi dans cette classe et on est tous pareils, on perd tous des gens et voilà. Donc ça, c'est une force et
Et voilà, je sais pas si c'est déjà assez ouf. Voilà. Après, concernant les postures, pour être très honnête avec toi, mais non, mais en vrai, il y a plein de choses que je sais pas encore faire et c'est génial parce que voilà, la marge de progression et d'apprentissage, elle est énorme et elle est sans limite dans le yoga. Donc ça, c'est top. Ouais, voilà, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, pour finir, est-ce que tu as un pep talk, ou une phrase ou quelque chose qui t'a marqué et qui a marqué un peu ta pratique du yoga? Une phrase qu'on t'a dite ou que t'as trouvé un jour, sur laquelle t'es tombée? Une phrase qui serait forcément en lien avec le yoga ou simplement... Non, pas forcément. Ok. En fait, quand j'étais journaliste et que j'interviewais des grands noms du cinéma, de la musique, des grandes stars, à chaque fois, je finissais la fin de mon interview en posant la question de quoi tu aimerais qu'on se souvienne quand tu seras plus là. Et donc, c'est une question que je posais tout le temps, que j'ai posée à Bruce Willis, à Spielberg, à Cameron Diaz, enfin plein de grands noms, des gens très connus. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, en novembre, j'ai pratiqué avec un grand nom du yoga, Simon Park, un Américain, coréen. Et en fait, je lui ai posé cette question-là. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde de toi quand tu seras plus là? Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme trace, comme souvenir aux gens? Et il m'a regardé et il m'a dit mon sourire. Et il a souri. Et en fait, je me suis dit waouh, ça c'est hyper puissant ce qu'il vient de me dire. C'est fou. J'ai les frissons et tout. Bah ouais, parce qu'en fait, d'un seul coup, je me suis dit mais en fait, c'est ça. En fait, peu importe ce que tu fais, quelle pratique tu fais, quel sport, quelle performance, quel chagrin, quelle chaussure, quel mec, tout ce que tu fais. En fait, à la fin du compte, de quoi tu te souviens quand une personne s'en va? En fait, c'est son sourire. C'est tout. Donc ouais, moi aussi, j'ai les petits poils qui se dressent. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est ça, le sourire. Très important. Et pour moi, cette phrase, elle est hyper spirituelle. Parce que, évidemment, tu penses aux gens qui sont partis trop tôt, tu penses à des gens que t'aimes et que tu vois plus. Et qu'est-ce qui reste? C'est leur sourire. Donc, ouais, c'est une phrase qui me va et qui me correspond. Trop bien. Merci beaucoup, Elsa, d'être venue parler au micro de Conquérante. C'était vraiment super. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix@mademoiselle.com avec en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.